propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients particuliers perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieurs au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir Denis, bonsoir à tous, très content d'être là. Merci. Donc, pour rappel, Pierre est un courtier français qui habite à Londres et il travaille pour une société anglaise qui fait des CFD qui s'appelle Active Trade, hein, c'est ça? Absolument, une société de courtage à Londres, ici. Voilà. Donc ça tombe bien, français, bon, tu parles notre langue, donc ça va être plus facile pour se comprendre. Et puis en plus, comme tu es à Londres, bah, tu es en plein dans l'actualité. Euh, alors le Brexit, normalement, qui a été voté par les Anglais de manière irrévocable pour le 31 décembre, c'est ça? Oui, bah en fait, voilà, c'est vrai que c'est un dossier ça fait des années maintenant qu'on en parle. Et le Brexit, non seulement il a été voté, mais il a été acté, hein, si je puis dire, Ouais. puisque là, on est vraiment maintenant dans la période de transition. C'était vraiment l'année de transition, l'année 2020. Mhm. Et en fait, bon, quand on dit période de transition, c'est une période pendant laquelle les accords entre l'Union européenne et le bloc britannique continuent de s'appliquer. Donc les paiements continuent de s'effectuer, les accords commerciaux continuent à Mhm. être en vigueur, à être honorés. Mais à la fin de l'année, voilà, si aucun deal n'est négocié entre le bloc européen et le Royaume-Uni, bon, bah, on le disait en off, hein, hors antenne, que justement le Royaume-Uni serait désormais traité comme tout pays tiers finalement, sans aucun accord, hein, Mhm. ni commercial, ni de quoi que ce soit. Donc c'est un peu tout l'enjeu. En fait, ce qui fait justement tout l'enjeu de ce débat-là, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, très bien, on n'a qu'à les traiter comme n'importe quel pays tiers. Sauf que l'Union européenne et le Royaume-Uni sont les premiers partenaires commerciaux l'un de Mhm. l'autre. Donc, Ouais. forcément, quand on n'a pas d'accord commercial avec son premier partenaire commercial, justement, Mhm. ça complique un petit peu les choses par la suite, et pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Donc, Donc, ce c'est qui veut un dire qu'on dossier. repartirait de zéro, que ce soit pour les transits de marchandises ou les personnes, alors. Absolument tout. Pour la libre circulation, bah, des biens, des capitaux, des personnes, évidemment. Alors, c'est vrai que dit comme ça peut paraître, enfin, on ne sait pas trop où ça pourrait nous mener, mais il y a vraiment des pans de l'économie, justement, qui seraient extrêmement dépendants d'un accord commercial entre l'Union européenne et le bloc britannique. Par exemple, un des points chauds, Mhm. justement, de négociation entre l'Union européenne et le bloc britannique, c'est tout ce qui est relatif aux droits de pêche. Voilà. Alors ça, les droits de pêche, ça représente qu'un faible poids finalement dans l'ensemble de l'économie et du Royaume-Uni et de l'Union européenne, mais ça représente très bien justement à lui seul bah, la nature du problème qu'il y a dans la négociation autour du Brexit. C'est-à-dire que on a d'un côté, on a finalement d'un côté comment dire, les Britanniques, enfin l'Union européenne qui pousse pour avoir un accès maximum aux eaux, justement au territoire Mhm. méridional du bloc britannique. Et en même temps, on a justement le Royaume-Uni qui, lui, est d'accord à la limite pour donner accès, mais veut donner la priorité à ses propres bateaux, aux bateaux britanniques. Mhm. Et ça pose des problèmes parce que on pourrait se dire, OK, maintenant, il y a la souveraineté nationale, ils font ce qu'ils veulent avec leur territoire, ce qui pourrait être vrai.
Sauf que c'est pas dans l'intérêt du Royaume-Uni non plus de justement ne pas ouvrir complètement ses eaux à l'Union européenne, parce que l'Union européenne, en retour, si elle n'a pas accès aux eaux justement du Royaume-Uni, elle va interdire la vente des poissons britanniques sur les marchés européens. Donc elle va fermer l'accès au marché pour le Royaume-Uni. Et c'est un peu ça, c'est un peu paradoxal, parce qu'on a d'un côté justement le Royaume-Uni qui possède des ressources que l'Union européenne veut exploiter. Dans ce cas précis, c'est les droits de pêche, tout simplement, les territoires de mer. Et d'un autre côté, le Royaume-Uni est également dépendant de justement la clientèle, l'accès au marché européen. En fait, pour la faire plus simple, le Royaume-Uni aimerait continuer à bénéficier des mêmes avantages que les joueurs qui sont autour de la table, sans être elle-même autour de cette fameuse table, si je puis. Parce que le Royaume-Uni, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'eux, ils donnent plus qu'ils reçoivent, ou même pas à la communauté Bah, européenne. ils donnent plus qu'ils reçoivent, c'est-à-dire en termes En de, termes de subventions et de subventions ah européennes, bah, et puis d'apport mais d'apport au pot commun, quoi. oui, bien sûr, mais c'est le principe justement de l'Union européenne, c'est de, bien sûr, des pays, des nations comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni sont des bien plus gros contributeurs que la Bulgarie ou, L'Espagne, ouais. la Grèce. Ouais, voilà. C'est vraiment, Mm. c'est normal aussi. C'est, comment dirais-je, effectivement que la participation du Royaume-Uni va terriblement manquer à l'Union européenne. On va pas se mentir, l'Union européenne perd un solide partenaire commercial avec ce divorce. Et d'ailleurs, Donald Tusk s'en était affligé le jour où Theresa May lui avait remise la fameuse lettre Mhm. où elle avait invoqué justement l'article 50 de la Constitution européenne. Et du coup, bon, bah, c'est pas, on n'est pas dans un bras de fer à on va gagner, on va perdre. Mhm. En fait, à partir du moment où il y a Brexit, économiquement, en tout cas à court terme, l'Union européenne et le Royaume-Uni sont perdants, hein. Ouais. Alors après, maintenant, je dis pas que sur le long terme, ils sont morts parce que tout va dépendre des choix qu'ils vont faire. Imaginons que le Royaume-Uni peut très bien se séparer sans aucun deal de l'Union européenne, aller négocier un deal ils ont, avec, j'allais dire Donald Trump, avec Joe Mhm. Biden aux Mhm. États-Unis. Ça, c'est tout à fait possible. Ils ont déjà négocié un traité de libre-échange avec le Japon, qui est également un solide poids économique au niveau international. Donc, tout va dépendre des choix qu'ils vont faire. Ça fait un peu peur pour l'Europe, quand même, pour le futur de l'Europe, on va pas se mentir, puisque c'est la première fois finalement qu'un pays Mhm. sort, hein. Donc ça ouvre un peu la voie aussi à d'autres pays qui pourraient tenter de le faire. Ça menace un peu l'intégrité du bloc européen. Mais en tout cas, à court terme, oui, il y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Enfin, il y a que des perdants, si j'ose dire, à court terme, sur les quelques années qu'on est en train de vivre. Mhm. Depuis 2016, c'est compliqué. On a vu sur les marchés, alors c'est vrai qu'il y a eu un effet euh, de déclin de la livre sterling. Vraiment, c'est un des premiers effets qui s'est fait ressentir, hein. Même avant le vote en 2016, les 6 mois d'avant le vote, la livre sterling avait commencé à décliner, ce qui avait favorisé justement dans un premier temps les entreprises internationales du FTSE 100. Mhm. Puisque le FTSE 100, qui est justement le CAC 40 anglais, hein, si je puis dire, est composé essentiellement de grands groupes internationaux, pardon, Mhm. à qui profite justement le déclin de la livre sterling. Ça, on l'a dit et répété. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le marché domestique, donc il y a juste à regarder le FTSE 250 pour s'en rendre compte, qui lui est composé d'entreprises beaucoup plus justement tournées vers l'économie interne, hein, du pays. Lui, c'est pas la joie, hein. C'est pas la Mhm. joie. Alors c'est vrai que cette année, ça a été une année un petit peu compliquée, enfin un petit peu compliquée, un petit peu, on va dire surprenante pour pas mal de Mhm. traders actions, on va dire. Ça continue de l'être d'ailleurs. Mais oui, en tout cas, c'est déjà pricé. L'effet Mhm. majeur du Brexit, c'est déjà pricé. Moi, je pense sincèrement que à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un deal commercial, ça serait limite la surprise. Je pense que la plupart des investisseurs Tu vont crois dire. vraiment que ça va être un Brexit dur, alors? Bah, c'est marrant parce que tu vois, j'en parlais avec des solides partenaires et des amis à moi pendant toutes ces années. Ils me disaient le Brexit n'aura pas lieu, le Brexit Ouais, moi n'aura pas j'étais lieu. sûr aussi que... Ouais, ouais. Au final, regarde, on y est là. Mhm. Dans un mois et demi, il y a Brexit. Et non seulement il y a Brexit, mais il y a Brexit dur, sans deal. Mhm. Donc là, c'est bien qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui, Denis, parce qu'on est en plein dans le sommet européen. Et c'est un peu vu comme la deadline avant la deadline, ce sommet européen, où justement, alors, juste avant qu'on commence la vidéo, j'ai vu la news passer comme quoi Michel Barnier avait interrompu les discussions Ah ouais. avec l'équipe. Non, mais alors, c'est pas Mhm. pour des raisons commerciales, c'est pour des raisons de coronavirus apparemment. Mhm. Donc,
voilà, mais ils sont toujours en train de discuter et ils profitent justement de ce sommet européen pour peaufiner les accords. En gros, alors on va pas rentrer trop dans le détail, mais on Mhm. va quand même rappeler à ceux qui ont peut-être pas trop suivi ce dossier du Brexit ou ceux qui le suivent, parce que c'est vrai que ça dure depuis des années, c'est facile de décrocher, surtout dans une Mhm. année comme cette année avec le Mhm. coronavirus, les élections américaines, etc. Mhm. C'est facile de faire passer un dossier comme le Brexit au second plan. Ce qui se passe, c'est qu'on a trois points qui coincent dans les négociations. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Mhm. je vous les rappelle, c'est le premier point, on en a déjà parlé, ce sont les droits de pêche. Les droits justement donc de pêche dans les eaux britanniques. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle competition regulation, c'est en gros tout ce qui est affaire au cadre légal qui va structurer justement le monde des affaires. En fait, l'Union européenne, à travers ce point-là, veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'avantage ou de désavantage d'un côté comme de l'autre, que ce soit côté britannique ou côté européen, sur des entreprises nationales, qu'il n'y ait pas de préférence nationale. D'accord. En fait, ça concerne alors le droit des travailleurs. Hein, il faut établir des règles communes. Ça concerne les régulations liées à l'environnement, l'exploitation de l'environnement aussi. Il y a des normes à respecter. Et également les aides d'État, donc les Mhm. subventions faites aux entreprises. On ne veut pas que les entreprises anglaises soient plus favorisées par le système anglais que par le système européen. Euh, et du coup, le problème, c'est que les Britanniques, eux, ils disent d'accord, on est d'accord, mais le problème, c'est que le point, enfin le principe même du Brexit, c'était de se libérer justement de ces règles-là et de récupérer un peu une souveraineté dans la manière dont on fait les Mhm. choses. Donc on voit pas vraiment l'intérêt de Ouais. voilà, d'avoir un accord commercial et d'avoir toujours des règles justement, d'être toujours tenu au droit européen. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point est un petit peu plus complexe, technique, Mhm. si j'ose dire. Ça concerne le droit de la gouvernance d'un tel accord. Imaginons qu'on arrive à se mettre, que les deux blocs arrivent à se mettre d'accord. Ils arrivent à se mettre d'accord sur un deal, donc un deal de libre circulation des personnes, des biens, des capitaux. Voilà, un truc vraiment bien Mhm. taillé qui contente un petit peu tout le monde. Il y a des compromis des deux parties, etc. Comment, il y a la question qui se pose, c'est comment ce deal va être appliqué? Euh, Quel va être justement l'organisme de gouvernance qui va dire en cas de désaccord justement entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, oh là, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Qui va établir les contrôles? Quel sera le Mhm. rôle également de la ECJ, la Cour européenne de justice? Donc ça, c'est des questions c'est vraiment les points clés. C'est pour ça que on a du mal à déboucher un accord maintenant, parce qu'il y a des points vraiment qui paraissent insolubles. Comme le point que j'ai évoqué justement au niveau des cadres, des affaires, des règles, etc. C'est vrai que quand on se met du point de vue anglais, quand Mhm. on voit le Britannique qui a voté le Brexit, donc qui exprime sa volonté de se séparer du bloc européen, et qu'on lui dise, dis donc, Coco, tu vas quand même rester soumis aux règles européennes, bah, je comprends que chez lui, ça tique, Mhm. finalement. Je me mets à sa Ouais, ouais. place. Donc c'est normal. Mais en même temps, l'Union européenne, elle veut pas non plus que ces entreprises soient défavorisées par rapport à des entreprises anglaises. Donc c'est vraiment des questions super épineuses. Il y a beaucoup de cas par cas. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et en plus, enfin, voilà, là, on parle d'un dossier complexe, mais je vais même pas rentrer dans le détail Ouais. de la situation politique en Grande-Bretagne, qui est à peu près redevenue stable cette dernière année depuis que Boris Johnson a pris les choses un petit peu en main. Mais je veux dire, enfin, quand même, on a un Premier ministre qui fait un référendum sur le Brexit, qui perd son référendum et qui démissionne le lendemain. On a Mhm. Theresa May qui reste un mois, qui n'arrive pas à négocier d'accord, qui arrive à en négocier un, mais qui n'arrive pas à le faire valider par son Parlement, qui démissionne un an après. On a Boris Johnson qui reprend le truc, qui balaye tout ce qui avait été Mhm. fait avant. Enfin, c'est chaotique. C'est marrant parce que moi qui ai suivi un peu le Le truc, problème, c'est qu'en fait, c'est peut-être une décision du peuple, mais pas des grandes élites, quoi. Et c'est ça le problème. Parce au niveau business, bah, tout le monde est perdant, quoi. C'est bizarre qu'un pays comme l'Angleterre, quand même, qui est un pays quand même de businessmen, tout ça, veuille faire le Brexit, quoi. Je vois pas l'avantage pour eux, en fait. Je vois pas l'avantage pour vous, pardon. Ouais, bah, ouais, bon, je reste français, moi, ouais. Denis, hein, faut Je suis pas. français, moi, monsieur. Ouais. Ouais, non, Ça va. bah, ce vote, il a pris un petit peu pas mal de monde à revers, hein. D'ailleurs, on pensait, tout le monde pensait que, enfin, tout le monde,
sauf les derniers mois où justement les sondages commençaient à donner le Brexit gagnant, mais personne voyait, ça a été un petit peu la surprise, Hmm. un peu comme Trump aux États-Unis, un peu comme, voilà, je veux dire, Bah, fallait le faire comme camp. en France. C'était en France il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je me souviens pas, je me souviens plus. Il y a eu un référendum. C'était pas Maastricht que Ah, ah oui, c'était le la référendum avait Constitution sorti européenne. non. Le référendum avait sorti non ou oui, je sais pas, et comme c'était contraire à ce que les élites voulaient, c'est passé par l'Assemblée. Enfin, il y a quelque chose comme ça, je me souviens plus bien ce que c'était. Ah, en fait, C'est ce qui peut-être s'est ça. passé, c'est que c'était la Constitution européenne. Et Sarkozy, à l'époque, qui était président, avait fait le référendum pour Hmm. demander aux Français ce qu'ils en pensaient. Les Français avaient dit non, Ouais, c'est ça. majorité. On ne veut pas être lié à Bruxelles, Hmm. tout ça. Et Sarkozy, il a rappelé en fait aux Français que le référendum, ça n'avait pas de Hmm. caractère légal. Enfin, c'est juste c'est un avis Hmm. consultatif. On demande son avis au peuple. Après, le président est libre de choisir de suivre ou non la volonté du peuple. Hmm. Bien évidemment, dans la majorité des cas, il la suit parce que Ah sinon, ouais. il n'a pas de légitimité pour ses choix qui sont faits derrière. Ça veut dire qu'on Hmm. demande l'opinion du peuple et on la suit pas. C'est quand même, enfin, c'est un peu fort de café. Et c'est pour ça que moi, je pensais que peut-être David Cameron Ouais. Je vais faire aurait pareil. dit Ouais. le Ouais. lendemain, bon, vous avez voté, mais moi, je veux pas être, parce qu'il avait commencé son discours comme ça. Il avait dit, je veux pas être le premier ministre du Brexit. Donc je me suis dit, oula, bon, bah c'est bon, Ouais. il va pas suivre le référendum. Et en fait, il a dit, du coup, je démissionne. Je me suis dit, non, Hmm. c'est pas possible. Hmm. Donc, ouais, c'était une victoire. En fait, ce qui a choqué pas mal de monde au Royaume-Uni à cette époque-là, surtout, c'est que ça a été la campagne qui s'est faite pour le départ, donc pour le Brexit, en faveur du Brexit, elle s'est faite sur des mensonges. Il y a eu, et ça a éclaté justement après le référendum, mais c'était trop tard. On disait que les immigrés coûtaient tant Hmm. au Royaume-Uni, alors que, enfin, voilà, c'est un peu comme tous les courants extrémistes dans tous les pays, ils balancent des chiffres et puis, enfin, c'est complètement ridicule. Surtout que, enfin, c'est pas les immigrés le Hmm. problème. Enfin, au Royaume-Uni, je pense pas que, surtout à Londres, moi, je peux en parler. Il y a quand même énormément de nationalités. Je pense que les immigrés Surtout apportent que le beaucoup. maire, il est d'origine pakistanaise, non? Le maire de Londres, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. Sadiq Khan, oui, Ouais. absolument. Absolument. Lui, qu'est-ce qu'il reçoit comme menace d'ailleurs tous les jours, Hmm. c'est affolant. Il est donc ouais, c'est vraiment, ça a été fait sur des mensonges. Et le problème, c'est que David Cameron, le camp de David Cameron, lui, n'a pas fait de campagne. Il pense tellement que ça allait pas. En fait, ce référendum, c'était une promesse de campagne pour sa réélection au poste de Premier ministre. Hmm. Il s'est dit, il l'avait promis pendant sa campagne pour gagner des voix. Une fois qu'il a été élu, il a dit, OK, je vais le faire. Mais il n'a pas fait campagne pour le référendum. Donc, moi, Hmm. j'y étais, j'ai pas vu tant d'affiches que ça en faveur enfin, en défaveur plutôt du Brexit. D'accord. Donc, bon, au final, ils ont gagné. Et c'est marrant parce que lorsqu'ils ont gagné et que David Cameron a été élu, pardon, a Ouais. démissionné, ils se sont pas bousculés hein, pour prendre le poste derrière. Ouais. Hein. Tous les Boris Johnson maintenant il est Premier ministre parce qu'il a pris les Theresa May, mais à l'époque, qui lui pourtant était un des ferveurs défenseurs de l'idée du Brexit pendant la campagne, lui il a fait campagne par contre, hein, Ouais. Boris Johnson pour le Brexit. C'était qui faisait Euh, une campagne et très au final, farouche? C'est Foden, il n'a non? pas Comment pris il le poste tout de s'appelait? suite. Ouais. Enfin voilà, personne Ouais. personne n'a voulu le poste parce ils savaient que justement on plongeait dans l'incertitude avec cette histoire de Brexit. On plongeait dans l'incertitude. Donc maintenant, l'incertitude du Royaume-Uni économiquement parlant, elle demeure. Franchement, elle demeure. Mais sur les marchés, le pire est passé. Je pense Mhm. que le pire est passé. La plupart des investisseurs s'attendent maintenant à. Enfin, le no deal est pricé. Ça serait pas une bonne nouvelle, toujours. On va pas se réjouir de ça. Mais je pense que le no deal est pricé. Maintenant, va bien falloir monitorer justement ce qui se fera sur les prochains mois, les prochaines années, comment le Royaume-Uni va réussir à négocier avec des prochains partenaires commerciaux, comment elle va réussir à justement entretenir son marché domestique. Ça, c'est vraiment les paris, les défis en tout cas qu'il devra relever. Donc, on D'accord. verra. Mais je pense que les effets sur la monnaie, bon, pour l'instant, la monnaie, elle est beaucoup plus tributaire de ce qui se passe au niveau de la crise du coronavirus, qui a pas mal chamboulé le PIB, l'inflation, etc. On vit une époque vraiment très intéressante. Entre crise du D'accord. coronavirus, injection de liquidités massives dans les marchés, des élections aux États-Unis, on se croirait
Enfin, dans Ouais. certains pays du Et Moyen-Orient. apparemment, c'est pas fini encore aux États-Unis, hein. Ah non, mais c'est complètement fou, hein. Quand je vois Trump qui tweet hier, je crois que c'était hier, j'ai gagné les élections, je me dis, mais c'est. Attention, C'est Pierre, c'est pas fini encore là-bas, hein. Moi, j'ai eu des échos. Bon, c'est peut-être la théorie du complot, mais comme quoi, il y a quelque chose qui arrive, hein. quelque chose, c'est-à-dire Bah, il y a pas mal de rumeurs qui disent que c'est pas fini, quoi. Et que. les élections, les votes. Ouais. Et qu'il y a. Bon, on verra, hein. Bon, là, il y a 2 ou 3 personnes différentes qui me l'ont dit que courant décembre, pour y avoir une grosse surprise. Ah oui. On verra, hein. Mais par rapport à des bureaux de vote, à des États en particulier. Par rapport à bon, c'est toujours la théorie du complot, donc on sait pas, hein. Par Ouais. rapport au fait que ben il y aurait vraiment eu de la fraude, quoi. Ouais, de la fraude. Mais est-ce que ça n'a pas été déjà le cas un peu pour l'élection de Trump il y a 4 ans? Et Il n'y avait pas des pour Bush aussi, tu te souviens, ils avaient donné les résultats et les mecs ils faisaient la queue Ah encore oui, pour aller pour voter en Bush, Floride, oui. ouais. Bush contre Al Gore, effectivement, Ouais. c'était ouais non, c'était quelque chose aussi ces élections. Mais ouais, Enfin, on c'est verra, vrai. bon. Après ils ont quand même un système électoral assez enfin pas si Hmm. simple que ça aux États-Unis, hein, avec leur système de grands électeurs, tout ça. En plus là cette année ça a été particulièrement compliqué avec le vote par mail, enfin par mail par Correspondance. courrier, Hmm. par voie postale. Donc ouais, Ouais. c'est Donc complètement. pour toi, le Brexit, c'est pricé sur les marchés. On n'aura pas de mauvaises surprises sur le Alors, j'exclus pas un price action, voilà, ponctuel, tu veux dire, ouais. une Ouais. légère hausse de la volatilité dans les semaines à venir à mesure qu'on va se rapprocher justement Hmm. soit de la deadline, soit imaginons pendant qu'on parle, il y a un deal qui est en train d'être signé, bon bah d'accord, il y aura un price action. Euh, je pense quand même que les investisseurs ont pricé le pire. Ils s'attendent à un no deal. S'il devait y avoir une vraie surprise, ça serait celle d'un deal. Hmm. Franchement, j'ai du mal à voir. Mais je parle d'un vrai deal, hein. Je parle pas d'un deal qui couvre presque rien et Hmm. qui résout rien. Et voilà, je parle pas d'un deal de principe. Je parle d'un vrai deal qui garantit le droit des citoyens européens au Royaume-Uni et qui donne un accès même restreint, j'allais dire, du Royaume-Uni au marché européen. Voilà, Hmm. j'ai pas la solution. J'ai bien conscience que c'est un problème. C'est d'une complexité sans nom en fait de défaire tout ça et c'est dommage. C'est dommage. Mais les investisseurs ont déjà. Moi, je l'ai vu de toute façon à partir de 2017 quand j'ai vu HSBC, Barclays, enfin pas Barclays, pardon, HSBC, BNP faire comment dire, dégraisser leur staff à Londres, les envoyer ailleurs. Je me suis dit, oula, Et ça comment y ça est. va se passer pour vous, en fait, en tant que broker? Euh, vous devrez opérer sous une autre licence, parce que la licence FCA, elle est valable pour l'Europe ou comment ça va se passer? Bah, en fait, oui, elle est valable parce qu'il y a la réglementation MiFID qui nous permet justement D'accord. de passeporter notre activité dans n'importe quel pays européen. Donc ça, il n'y a pas de C'est-à-dire souci. qu'en Et fait, puis même, moi, mon compte que j'ai chez vous, il y aura pas de changement après le Brexit ou alors vous devrez changer, vous devriez changer de siège social ou comment ça se passe? bah, non, et puis de toute façon, on est Hmm. présent en Europe et Ah, en Angleterre. ouais. On a les bureaux à Milan, au Luxembourg, et on a les bureaux à Londres aussi. Donc on a des bureaux, on est en train d'ouvrir Mhm. des bureaux au Brésil, on a les bureaux aux Bahamas, on a des bureaux, on est en train vraiment d'essayer de s'étendre un peu de Mhm. partout. D'accord. Il y a juste le Canada qui reste un de mes regrets personnels, si je puis dire, puisque bon, c'était un marché que j'aimais bien, mais on est malheureusement plus régulé là-bas. Ouais. Ça fait déjà 4 5 ans, hein. Comme les États-Unis ou le Japon. Il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Bah, les brokers européens n'ont pas le droit d'aller au Japon et aux États-Unis, et vice-versa, normalement. Donc, à moins d'avoir une antenne justement dans le pays. Mhm. Donc, mais D'accord. on est tranquille. On a notre siège à Londres, D'accord. le bureau au Luxembourg, le bureau à Milan. On a tout ce qu'il faut. Donc, ça veut dire que le client européen et le client anglais bénéficient de la même qualité de service chez nous. D'accord. Ça, c'est important. C'est vraiment. Ok. D'ailleurs, ça a été un des piliers, enfin, une des volontés primaires de notre entreprise, justement, c'est
de pas faire entre guillemets de compte premium ou de différence de. On n'a jamais voulu de différence de traitement parmi tous les clients. Même Mhm. pour les gros comptes, les petits comptes, il n'y a pas de client VIP chez nous, il n'y a pas de client gold ou platine Mhm. ou ce que tu veux. On a vraiment envie de. Alors bien évidemment, il y aura des conditions de courtage qui pourront être différentes selon les pays. Par exemple, les clients du Moyen-Orient qui traitent avec des comptes islamiques n'ont pas des mêmes conditions de courtage que les clients européens, par exemple. Un compte Euh, islamique, c'est quoi ça, un compte islamique? un compte islamique, c'est un compte sans intérêt, parce que les intérêts sont proscrits justement dans la finance islamique. Du coup, il n'y a pas de swap en fait. Il n'y a pas de frais de swap. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, du coup, il y a des spreads un petit peu plus larges. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est Ok. vraiment la seule Ouais. différence. Sinon, c'est le même book de Mhm. produits, la même Mhm. exécution, tout pareil. D'accord. Donc voilà, je pense que pour revenir à ce dossier du Brexit, là, on vit vraiment, on est vraiment dans les arrêts de jeu des prolongations, Denis. Mhm. Si je pourrais l'exprimer ainsi, c'est vraiment, on est à la fin de la fin de la fin, on est au mois de novembre, la deadline, c'est vraiment le 31 décembre. Si le 31 décembre, il n'y a rien, bon bah, c'est Ah ouais, c'est ciao. c'est pas C'est possible ciao. de dire, bon, ben, on a encore 6 mois Non. de probatoire pour trouver Non, non, une non, à un solution. moment donné, non, ça serait pas. On est à la fin de la période de transition. À un moment donné, l'Europe, elle Mhm. va leur dire, bon, si vous étiez pas sûr. Et puis ils font les fiers quand même côté britannique, hein. On sent, même je le vois, la manière dont le Brexit est traité dans les médias britanniques et dans les médias européens, parce que je fais la comparaison de temps Mhm. en temps, je m'amuse un peu. Alors, je dis pas qu'ils encensent tous la politique de Boris Johnson. Boris Johnson, c'est un personnage assez clivant, même pour la classe politique britannique, hein. C'est vraiment Mhm. soit on l'aime pas. Mais je trouve quand même que ils font beaucoup paraître l'image comme quoi le bloc européen ne lâche rien, Mhm. ils veulent tous les avantages. Et j'ai un peu la même notion du côté européen Mhm. aussi. On a l'impression que c'est les Britanniques qui veulent rien lâcher et qui veulent profiter des mêmes bénéfices que des autres pays européens sans être dans l'Union européenne. Donc c'est compliqué. Il y a des histoires de rivalité. De toute façon, historiquement, les Anglais, ils ont toujours été un peu sur leur île. Mhm. Non, mais tu vois, c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est Ouais. vrai aussi. Ils ont jamais, ils étaient pas dans Schengen, ils ont pas voulu l'euro, Mhm. enfin, voilà. Ça a C'était toujours été déjà, comme ils ça. avaient un pied dedans, un pied dehors déjà. Ouais. Ça a toujours été comme ça. Voilà. C'est comme ça. Maintenant, Europe ou pas Europe, je pense quand même qu'il en va du salut des deux blocs enfin, des deux zones économiques de négocier un deal. Ça, je veux dire, on est à côté, on fait du commerce ensemble, autant qu'on se fasse un deal, quoi. Mhm. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Mais l'Europe veut défendre son idée d'Europe et le Royaume-Uni veut reconquérir sa souveraineté nationale. Ce qui passe pas chez les Britanniques, au-delà de ces mensonges d'immigration, de tout ça, c'est le fait que des lois qui soient décidées à Bruxelles s'appliquent chez eux sur leur île. Ça les rend complètement fous. Ouais, tu sais, en Ça France, ça leur... passe moyen aussi. Hein. Pardon? En France, ça passe moyen aussi. Hein. Oui, c'est Euh, vrai. quand ça avantage, c'est bien. Quand ça avantage pas, C'est vrai, ça c'est passe vrai, c'est vrai. limite. Hein. Ouais, ouais, Mais les Français, on est râleurs, c'est comme ça. ouais. Voilà, on a toujours été très critiques, on a toujours. Et puis je dis en France, je dis en Espagne, c'est pareil, hein, partout. Hein, Oui, ouais. On n'a pas encore. De toute façon, l'Europe, c'est vraiment quelque chose de dématérialisé, quoi. Moi, je pense que tant qu'on n'élira pas au suffrage universel le président européen, ce sera quelque chose de nébuleux. nébuleux Ouais. pour la personne lambda, quoi. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il faudrait plus d'Europe pour que les gens aient conscience Ouais. de l'Europe. Il faudrait une vraie fédéralité avec un vrai, voilà, une vraie organisation, ne serait-ce que fiscale déjà pour commencer. Mhm. Euh, droit du travail, droit de, Ouais, mais la voilà. fiscalité, tu prends laquelle? Celle du nord de l'Europe ou celle du sud de l'Europe? Bah, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, c'est ça le Si problème, tu prends Denis, c'est celle du que sud de l'Europe, au nord, ils vont être contents. Hein. Si tu prends celle du nord de l'Europe, au sud, ça va grincer des dents. Hein. Ouais. on a fait les malins avec notre idée d'Europe à vouloir mettre en place une monnaie commune. C'est le dernier truc qu'on aurait dû faire. Ouais. On aurait dû s'attaquer au problème de la fiscalité, au problème du droit du travail, voilà, et bien Hmm. avant faire une monnaie commune, ça c'est certain. Mais bon, Ok. écoute, je pense que tous ceux qui sont un peu pro-euro pensent pareil. Ils aiment bien, ils adorent l'idée de l'Europe, en se disant qu'on est toujours plus fort unis.
surtout pour lutter contre des blocs économiques contre les États, comme les États-Unis, la Chine ou l'Asie, la Chine et le Japon. Mais ça n'a pas été fait de manière, voilà, ça a été fait un peu de manière déstructurée, dématérialisée, comme tu disais. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ok, bon ben merci pour tout, Pierre. Hein. Donc on a compris que pour toi donc le Brexit est pricé et qu'il n'y a pas de changement donc pour les clients qui sont chez un broker anglais, quoi. Voilà. Ouais, non, il n'y a pas de différence de service pour les brokers, enfin pour nos clients. Et puis, ouais, Brexit pricé, effectivement, mais c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, alors après, la livre sterling va suivre le jeu de la banque centrale, la Bank of England. Mais il peut y avoir des sursauts de volatilité sur certaines small caps éventuellement, enfin small et mid caps, on va dire, sur le marché britannique en fonction de ce qui va se passer à la fin de la journée ou dans les prochains, enfin jusqu'à la fin de l'année. Mais voilà, je pense que le pire est derrière nous. En tout cas, en ce qui concerne les marchés, même si on n'est pas à l'abri d'un nouveau deal. Ok, ben merci pour tout, Pierre, et puis on se revoit rapidement alors. Bah, merci à toi, Denis. C'est toujours un plaisir de participer à tes vidéos. Rappelle-moi quand tu veux. Avec grand D'accord. plaisir. Merci, au revoir. Allez, ciao. Ciao, ciao.